Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Il a fallu, chers amis, aux policiers suivre une piste minutieuse pour découvrir d'une part un cadavre et d'autre part l'assassin dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. Cette chasse a mené effectivement vers un coupable, mais jamais cette affaire n'a reçu une totale explication, comme vous en rendrez compte au moment de sa conclusion. C'est le récit de cette enquête patiente que je vous invite à suivre, La piste rouge, tel est le titre que lui a donné Grégory Franck. Eh ben, en voilà encore un qui a dû faire honneur au champagne cette nuit. En faisant cette réflexion, le garde Sagnier saute prestement à bas de sa bicyclette qu'il abandonne sur le bas-côté. En effectuant sa tournée matinale, ce jeudi 17 décembre 1931, il vient de découvrir un spectacle alarmant dans l'allée des 4 carrefours en plein bois de Vincennes. Une automobile, une C6 Citroën, repose à 5-6 mètres de la route, le train avant soulevé par un groupe d'arbustes couchés ou cassés sous elle. D'après ce que je vois, songe le garde Sagnier, ils n'ont pas vraiment embouti un arbre. Ils n'ont pas dû se faire trop de mal. Le garde approche de la voiture dont un phare brille encore faiblement. Apparemment, il n'y a personne à bord, à moins que les passagers ne soient couchés sur les sièges ou sous le tableau de bord. Avec quand même un peu d'appréhension, le garde ouvre la portière. Il passe la tête à l'intérieur de la voiture, et c'est alors qu'une odeur le prend aux narines, une odeur que le garde connaît bien, celle qui vous environne quand vous ramassez un lapin ou un chat errant tué au coin d'un fourré. L'odeur du sang. Effectivement, toute la banquette, les portières et le plancher sont tachés de sang qui achève de sécher. Eh bien, ils ont dû quand même se faire plus de mal que je ne le pensais, murmure le garde. Quelqu'un a dû pour le moins se cogner la tête contre le pare-brise. Monsieur Sagnier regarde bien entre les sièges, sous le volant. Personne. Le ou les occupants de la voiture auront dû retrouver leur conscience, s'extraire du véhicule accidenté et regagner, ou au moins essayer de regagner la capitale par leurs propres moyens. Il faut dire qu'il ne passe pas grand monde la nuit par cet endroit et qu'en restant sur place, on ne pouvait pas espérer de secours avant que le jour ne se lève. Par acquis de conscience, le garde Sagnier explore un peu les alentours au cas où le conducteur et les éventuels passagers auraient senti leur force les abandonner. Les recherches s'avèrent négatives. Alors le garde n'a rien de plus à faire que reprendre sa bicyclette et rentrer prévenir le poste de police. Le car est bientôt sur place pour une constatation de routine avec quelques agents, mais aussi un inspecteur. Or, ce qui l'inquiète, l'inspecteur, c'est quand même tout ce sang dans le véhicule. Il doit y avoir eu au moins un blessé sérieux, et si ce n'est plusieurs. Et il va falloir regarder cela d'assez près. La première chose qui a frappé le policier en descendant du car, ce sont les traces laissées par la voiture. À cet endroit, l'allée des 4 carrefours est bien droite. Et la Citroën n'a pas fait une brusque embardée sur le côté comme lorsqu'un conducteur s'endort ou perd le contrôle du volant sous l'effet de l'alcool et heurte le talus. La trajectoire au contraire est longue, forme une courbe régulière, comme si on l'avait guidée. Mais qui, je vous le demande, irait se jeter par plaisir contre un arbre? Quoique ce n'est pas contre un arbre qu'elle s'est cognée, mais contre une futée d'arbrisseaux. Néanmoins, la voiture est sérieusement endommagée, pare-chocs brisés, phare tordu, cassé, à l'exception d'un seul qui finit d'épuiser les batteries. Que révèle l'intérieur? Les banquettes sont tachées, mais aussi les portières. Cela va jusque sur le marchepied, côté passager à l'avant. Mais cela est également logique dans le cas où une personne blessée par accident sort de la voiture. Par contre, le terrain autour ne comporte aucune tache de sang. Mais là non plus, rien de certain, nous sommes en décembre, en plein bois. L'humidité de la nuit a pu dissoudre les taches et les entraîner à l'intérieur du sol. Autre détail, l'un des strapontins fixés au dos du siège avant manque. Mais est-ce bien suspect? On a bien le droit d'enlever un strapontin dans sa voiture.
Ah, par contre, là, une petite chose pas très régulière. La plaque sur laquelle doit figurer le nom du propriétaire ainsi que son adresse, cette plaque a été dévissée. Outre cela, que peut-on relever? L'immatriculation de la voiture, c'est le numéro 7197 RE3. Et puis, il y a également divers morceaux de chiffon sans importance, comme il entraîne dans toutes les voitures. Les policiers retournent à leur commissariat, l'inspecteur fait son rapport, et un stagiaire est chargé de retrouver le propriétaire de la 7197 RE3 et de faire le nécessaire auprès de lui. La routine, en somme. La routine pour l'inspecteur qui appelle l'employé du registre de la préfecture. La routine pour l'employé du registre qui sort instantanément la fiche correspondante. Et la surprise, par contre, pour le propriétaire de la 7197 RE3. Écoutez, cessez donc cette farce stupide. Et puis dites-moi qui vous êtes. Mais je vous le répète, monsieur, je suis inspecteur de police. Je vous téléphone parce que votre voiture est accidentée dans le bois de Vincennes. Écoutez, je vous dis que ça ne prend pas. Ah, vous auriez pu choisir un cannulaire un peu plus solide. Je sais parfaitement que ma voiture n'est pas en morceaux dans le bois de Vincennes, puisque pendant que je vous parle, je la vois là, juste sous ma fenêtre. Et il ne mentait pas. Il la voyait vraiment, sa voiture, le brave homme. Du coup, surprise aussi pour l'inspecteur à qui on transmet la nouvelle et qui se rend prestement au fichier de la préfecture dans lequel il plonge gaillardement sur les fiches de toutes les automobiles C6 Citroën. Entre-temps, la nouvelle du faux numéro d'immatriculation de la voiture accidentée a rendu celle-ci beaucoup plus intéressante et digne d'être examinée, mais cette fois avec beaucoup plus de soin. Entre les coussins des sièges et sous les banquettes, on trouve des objets, ou plutôt des fragments d'objets que l'on recueille avec perplexité. Un morceau de tissu noir, une doublure de veston, un élastique de cravate. Ces débris de vêtements semblent avoir été découpés avec des ciseaux ou un rasoir. Ils portent également des traces de sang. Et puis, il y a surtout une couverture dans laquelle est enroulée une trousse contenant un minuscule matériel tout à fait spécialisé, destiné à court-circuiter les contacts électriques, à ouvrir les cadenas, à maquiller les plaques d'immatriculation. En somme, un matériel complet de professionnels de la carambouille, le vol de voiture. Justement, l'inspecteur revient du fichier. Le numéro a bien été truqué. L'auto accidentée était le véhicule 797 RF3. Numéro très facile à transformer en 7197 RE3. Sous son numéro exact, cette C6 est bien celle d'un certain monsieur Gaulier. Cette fois, ce propriétaire-là ne croit pas du tout à une farce. Son véhicule lui a bien été dérobé 3 jours plus tôt, boulevard Malesherbes. Grâce à son témoignage, il est établi que le voleur a dû parcourir 400 km. Mais pourquoi faire? Une tournée en province avec sa petite amie? Un cambriolage? Non. Par extraordinaire, il n'y a pas eu de hold-up depuis le début de la semaine. Alors, s'agit-il d'une virée entre copains qui se termine dans le décor la nuit au bois de Vincennes, après avoir un peu trop forcé sur le champagne? Dans ce cas, même s'il y a un blessé qui saigne abondamment, il est explicable que les occupants ne se soient pas attardés auprès du véhicule. Ou bien, s'agit-il de quelque chose de plus grave? Déjà, l'automobile du bois de Vincennes suscite l'intérêt des policiers de la préfecture, et c'est grâce à cela que l'enquête va pouvoir démarrer. En effet, d'autres trouvailles vont avoir lieu ce même jeudi matin, 17 décembre. Mais elles vont avoir lieu dans des endroits très éloignés les uns des autres, et auraient pu continuer à poser longtemps des problèmes à des gendarmeries locales qui n'auraient jamais eu l'occasion de recouper ces événements entre eux, et il faut bien dire que, comme les pièces d'un puzzle, chaque chose prise à part n'avait pas beaucoup de sens. Mais centralisées à la préfecture, ces pièces vont s'adapter les unes aux autres et permettre de constituer le départ de ce qui fut appelé la piste rouge. Sur la route de Poissy, un poseur de fil télégraphique aperçoit un petit tas d'objets qui se consument avec difficulté. Par curiosité, il éteint les flamèches et étale ce qui semble être des chiffons. En fait, il s'agit d'un complet bleu à moitié calciné, d'une chemise blanche, d'un caleçon, d'une cravate à raies blanches et rouges assez voyantes. Le tout a été découpé en plusieurs morceaux, comme au ciseau ou au rasoir. Sur les vêtements, un bidon d'essence a été rapidement abandonné. Le poseur de fil télégraphique n'aurait pas songé une seule seconde à signaler cette trouvaille à la gendarmerie si, en rejoignant la route, il n'avait aperçu de grosses taches de sang, comme si les vêtements en étaient gorgés et avaient laissé cette trace pendant le transport vers le champ. Les gendarmes n'ont aucun mal à suivre cette piste rouge bien visible sur le bitume. À quelques centaines de mètres, ils trouvent un pardessus, un mouchoir, une chaussette de fil noir et sa jartelle, ainsi qu'un deuxième bidon d'essence vide.
La piste rouge repart encore sur quelques dizaines de mètres pour mener cette fois à une chaussure abandonnée au bord de la route. À la même heure exactement, à Magny-en-Vexin, non loin de Mantes, un représentant de commerce trouve sur son chemin un strapontin d'auto recouvert de velours et lui aussi trempé de sang. C'est le strapontin qui manque dans la voiture accidentée du bois de Vincennes. Là aussi, il faut un hasard extraordinaire pour que le représentant prenne la peine de ramasser ce strapontin pour le porter aux gendarmes, puis pour que l'information passe en quelques heures des gendarmes de Mantes aux policiers de la préfecture de Paris. Parallèlement, plusieurs groupes d'inspecteurs se rendent sur les routes jalonnées par ces indices et interrogent, sans perdre un instant, tous les riverains des abords de la piste rouge. Les premières flammes montant du teint d'habits consumés ont été aperçues mercredi soir à 20h30. On peut donc supposer que le crime, car c'est maintenant presque une certitude, que le crime a été commis aux alentours de 20h et que si l'assassin a mis une telle hâte maladroite à se débarrasser des objets tachés puis de la voiture, c'est qu'il était inquiet. Pourquoi inquiet ? Parce qu'il a pu être vu commettant son geste ou bien juste avant ou bien juste après. Existe-t-il donc des témoins du meurtre ? Oh, il pouvait avoir 25 ans environ, taille moyenne, rasé de très près, un beau costume mais pas très bon genre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Monsieur Lalanne qui parle. Monsieur Lalanne habite Triel. Il est gérant des docks de l'Union commerciale place de la Mairie. Il se souvient très bien de cet automobiliste qui lui a acheté mercredi soir 2 bidons d'essence. Il était tellement pressé qu'il a même déchiré en deux un billet de 50 francs en le retirant de son portefeuille. Il venait de Mantes. Madame San, elle, habite Garches. Elle traversait le bois de Saint-Cucufa en promenant ses chiens lorsqu'elle entendit 2 coups de feu étouffés se succédant à quelques secondes. Les chiens se précipitèrent et Madame San découvrit derrière un groupe d'arbres une voiture, une Citroën à l'arrêt. Le conducteur, surpris, ne réagit pas immédiatement et la dame eut tout le temps de le dévisager. 25 ans, cheveux noirs et lisses, visage fin et imberbe. Un autre homme était près de lui, appuyé sur son épaule, le visage incliné vers le tableau de bord. Revenu de sa surprise, le conducteur mit le contact et démarra très vite, mais Madame San, pressentant quelque chose d'anormal, releva le numéro de la voiture et l'inscrivit sur un papier. 71 97 RE 3. Le numéro truqué. Ah, c'est vraiment une enquête d'une extraordinaire rapidité. La découverte de l'auto accidentée date du matin et à peine au milieu de la journée, nous sommes déjà en possession de tous ces éléments importants. Ajoutez à cela le témoignage de M. Brun, garagiste à Nanterre, qui s'est vu remettre en paiement dans la nuit de mercredi à jeudi un billet de 1000 francs taché de sang. J'espère au moins que vous n'avez pas fait un mauvais coup, demanda-t-il inquiet à son client. Vous en faites pas, s'il n'y a que moi pour commettre des crimes, il n'y en aura pas souvent, a répondu l'automobiliste en riant. Oui. Après quelques heures seulement, les policiers sont déjà bien avancés sur la piste rouge. Mais la question essentielle reste posée. Qui est la victime et qui est l'assassin ? C'est une réflexion curieuse, mais on ne peut manquer de se la faire à propos de nombreuses enquêtes criminelles. Quand on sait qu'un crime a été commis et qu'il y a quelque part dans la nature une victime et un assassin, c'est en général sur la piste de la victime que les policiers concentrent d'abord leurs efforts. Vous me direz que ça n'est peut-être pas étonnant, étant donné qu'il faut d'abord repérer le corps du délit et que celui-ci risque, quoi qu'il en soit, d'être moins remuant que l'auteur du mauvais coup. Ainsi, la piste rouge que nous suivons possède forcément 2 extrémités. D'un côté, un cadavre encore inconnu, et de l'autre, un assassin tout aussi anonyme. Monsieur Lambrosini, ouvrier de son état, déclare avoir vu mercredi soir vers 8h une automobile stationnée sur le pont de Triel et un automobiliste qui avait l'air d'avoir jeté quelque chose par-dessus le pont. L'examen révèle rapidement que la piste rouge aboutit effectivement là en ce qui concerne la victime. Le parapet porte côté rivière quelques taches de sang, dernière trace laissée en ce bas monde par quelqu'un qui ensuite a fait un grand trou dans l'eau noire et doit être en train de voguer maintenant vers une destination inconnue. Déception pour les policiers, d'ici que l'on repêche le corps, il risque de couler encore beaucoup d'eau sous le pont de Triel. Quant à l'autre extrémité de la piste rouge, côté assassin, elle s'arrête aussi brutalement à la voiture du bois de Vincennes. Mais voici le petit détail, style Sherlock Holmes, qui va faire repartir l'enquête perpendiculairement à la piste, si j'ose dire. Un bouton de culotte.
Non, non, chers amis, je ne plaisante pas. C'est bien un bouton de culotte qu'un inspecteur trouve dans la boue à côté du pont. Une fois nettoyé, ce bouton de culotte porte un nom, celui d'un tailleur chic de la rue de la Pépinière. Et ceci rappelle soudain aux policiers qu'il reste à tirer parti, si c'est possible, des objets qui jalonnaient la piste rouge, soit en se consumant au bord de la route, soit oubliés au fond de la voiture. Voici donc le commissaire tendant au tailleur chic un bouton de culotte chic en corne. Ah oui, indiscutablement, ce bouton vient de chez moi, mais avouez que c'est un peu vague. Et cela, cher monsieur, est-ce que cela vous évoque plus précisément l'un de vos clients? Fait le commissaire en sortant d'une boîte un morceau de tissu brûlé. Ah oui. Ah, cette doublure de soie pour un gilet, c'est caractéristique. De même, les supports chaussettes grande largeur qui sont à côté. C'était pour un Américain. Oh, il n'y a que ces gens-là pour porter ce genre de choses. Un certain Richard Wall, domicilié dans un hôtel du boulevard des Capucines. Je me le rappelle d'autant mieux qu'il ne m'a pas payé sa commande. La chaussure retrouvée au bord de la route mène chez un grand bottier parisien spécialiste du sur-mesure. Lui aussi, se rappelle bien l'Américain Richard Wall, et lui aussi court toujours après sa facture. Richard Wall. Ah, cette fois, les policiers sont en terrain connu. Voici moins d'un an, il fut la vedette d'un procès retentissant. Il avait porté plainte contre son meilleur ami et sa propre maîtresse, qui étaient partis ensemble, en lui dérobant soi-disant une somme de 20 000 $, dont on ne put d'ailleurs jamais prouver l'existence préalable. Grâce à ce subterfuge, il avait réussi à mettre toutes les polices de France sur la trace des fuyards et à faire retrouver plus efficacement que par un détective privé la dame de son cœur. L'Américain Richard Wall n'était d'ailleurs pas non plus un inconnu pour la police, mais cette fois non pas en tant que victime d'une indélicatesse, mais comme l'auteur de quelques autres. Richard Wall avait fait une entrée remarquée en 1929 parmi les habitués des boîtes de nuit, des bars et des cercles de jeux de Montmartre. Il dépensait beaucoup et se disait fils de milliardaire américain. En fait, il ne fallut pas fouiller beaucoup dans son passé pour déterminer que cet argent facilement sorti de sa poche y était entré tout aussi facilement, alors qu'à l'âge de 29 ans, il se livrait aux États-Unis, en pleine période de prohibition, à un trafic d'alcool de grande envergure. Pourchassé par les incorruptibles, il s'était réfugié un moment auprès du tristement célèbre Al Capone, dont il fut garde du corps. Les représentants de la loi se montrant décidément trop empressés sur sa personne, il avait préféré venir en France, où il vivait depuis d'expédients, laissant de longues ardoises et de belles promesses d'héritage en millions de dollars en guise de paiement. Sa dernière trouvaille, pour faire entrer en caisse quelque argent, c'était le trafic des voitures volées. Tiens. Voiture volée. Et la voiture accidentée du bois de Vincennes, n'était-elle pas un véhicule volé par un spécialiste, puisque le numéro a été maquillé et qu'une trousse complète de professionnels de la carambouille a été retrouvée? Un instant, les policiers se posent la question. Bien entendu, Richard Wall n'est pas rentré à son hôtel depuis le soir du crime. Bien entendu, ce sont ses vêtements qui jalonnaient la piste rouge. Mais est-ce forcément lui, la victime? Ne s'agit-il pas d'une ruse? Et ne serait-il pas plutôt le criminel, lui, le gangster américain? Les enquêteurs sont bientôt attablés au Topsy, un café-bar du quartier des Ternes où Richard Wall a de notoriété publique établi son quartier général. En face d'eux, les compagnons du gangster, du moins ses compagnons des derniers temps. Il y a là un riche monsieur d'une excellente famille de province qui ne dédaigne pas de dépenser les économies familiales en venant s'encanailler. Et aussi le meilleur ami, mais oui, vous savez, celui qui s'était enfui avec la maîtresse du gangster et qui avait fait l'objet de la plainte pour vol. Eh bien, depuis le procès, Richard Wall et lui sont redevenus très copains. On a beau cuisiner ces deux messieurs, il apparaît très vite qu'ils ne savent pas grand-chose. Par contre, l'un d'eux lâche une phrase importante. Vous devriez demander à Robert Guy. Il y a peut-être une information, mais on ne l'a pas revu depuis mercredi. Le prénommé Robert Guy s'appelle Davin, et les policiers ont au fait de se présenter à son domicile. En contemplant le superbe jardin qui s'étend derrière la grille autour de cet hôtel particulier de Neuilly, le commissaire se remémore ce qu'il sait de Guy Davin. Fils d'un riche garagiste, il a été très jeune attiré par le milieu, un de ces jeunes gens qui semblent avoir le démon dans la peau et qui n'ont même pas l'excuse de la pauvreté. Sa famille le maria à une dame russe fortunée dont il dépensait l'argent en 1000 extravagances. Pendant un temps, par exemple, il eut dans son jardin un orang-outan adulte, 2 ours et un lion dont il s'occupa avec passion quelques semaines pour les abandonner ensuite sans soin.
Sujet à des accès de violence incontrôlés, il fut menacé d'internement, mais grâce à l'intervention de sa famille, il resta en liberté. Une liberté dont il usa sous couvert de placer des contrats d'assurance pour participer à un trafic de drogue et enfin au commerce des voitures volées. Monsieur Guy Davin, lui-même, c'est un grand jeune homme aux cheveux bruns, au visage lisse comme celui d'une fille, qui ouvre maintenant la grille aux policiers. Nous pensons avoir identifié la victime d'un crime. C'est monsieur Richard Wall. Vous êtes son ami, n'est-ce pas? Nous aimerions votre témoignage. Volontiers, mais permettez-moi de me changer, répond Davin en désignant la tenue de cheval qu'il porte. Le policier le suit dans son appartement et le voit ouvrir son armoire. À cette seconde, c'en est déjà pratiquement fait de Guy Davin. Sur un rayonnage, le policier vient d'apercevoir une chemise et un pantalon de costume qui correspondent exactement aux détails donnés par certains témoins sur la tenue de l'assassin en automobile et à certains morceaux de vêtements à moitié consumés trouvés sur le bord de la route à Triel au départ de la piste rouge. Moi? Je ne suis même pas un bon témoin. Je connaissais à peine Richard Wall. C'est la première réponse que fait Guy Davin quand il s'aperçoit que son interrogatoire est en fait celui d'un suspect. Je ne suis même pas un bon témoin. Alors le commissaire tente un truc du métier, tellement naïf, penserait-on, qu'il n'a aucune chance de marcher. Il exhibe brutalement, d'en dessous de son bureau, un petit paquet de chiffons à moitié calcinés. Or, ces débris, qui n'auraient aucun sens pour un innocent, déclenchent contre toute attente l'effondrement de Davin. Il pâlit, se tasse sur sa chaise et cache sa tête dans ses mains. « Oui, c'est moi, avoue-t-il. Je travaillais avec Richard, enfin, les voitures volées. Mercredi matin, il m'a chargé d'aller changer pour lui 300 $. Je suis allé à la banque et j'ai touché un peu plus de 7600 francs. J'ai d'abord eu la tentation de tout garder, et puis j'ai eu peur des représailles. Alors pour me défendre, je suis allé acheter un Broadwing et 100 cartouches chez un armurier. Je suis allé au bois de Boulogne essayer l'arme, et je suis revenu chercher Richard. Je lui ai donné 7000 francs en lui disant que c'est tout ce que j'avais reçu. Il n'a pas semblé étonné. Je lui ai alors proposé une promenade à la campagne. Nous roulions dans la C6 Citroën, récemment volée avec le numéro maquillé. Il me l'avait prêté pour la journée. En traversant les bois de Saint-Cucuffin, je lâchai le volant d'une main et fis semblant de chercher mes gants dans la portière. Je tenais le revolver. J'ai arrêté la voiture et j'ai tiré sur Richard à bout portant. Il a reçu la balle dans la nuque. Il s'est redressé un peu. Il avait l'air de ne rien sentir. Et il a dit cette phrase étonnante. « All right, ouvrez la fenêtre. » J'étais glacé d'horreur. Il saignait déjà beaucoup, j'ai tiré une seconde fois. Il est tombé contre mon épaule. Cette fois, il y avait du sang partout. C'est alors que j'ai aperçu une dame qui se promenait là, avec ses chiens. Je me suis affolé car maintenant, je pouvais être reconnu. J'ai démarré en trombe. À Mantes, j'ai acheté des ciseaux pour découper en morceaux les vêtements de l'Américain et certains des miens qui étaient tachés. Je me suis débarrassé du cadavre nu au pont de Triel et puis, tout au long de la route, j'ai fait ici et là des petits tas avec les objets compromettants auxquels j'ai mis le feu. J'ai laissé la voiture dans une rue près de chez moi, après avoir nettoyé les vitres. Ma femme s'est étonnée de me voir rentrer sans veston et sans chemise, alors je lui ai répondu que j'avais été pris dans une bagarre et que l'on m'avait pris mes habits. Mais je lui ai également remis 4000 francs sur les 7000 repris à Richard. C'est le lendemain matin, de très bonne heure, que je suis allé jeter la voiture contre les fourrés du bois de Vincennes. Ensuite, je suis allé chez ma mère, je lui ai dit « Maman, j'ai fait une grosse bêtise. » Puis je lui ai raconté ce que j'avais fait. Je lui ai donné mon revolver pour qu'elle puisse se défendre. L'effarante confession de ce jeune homme de 20 ans raconte tout et pourtant n'explique rien. Il n'en était pas à son premier vol, mais il aurait très bien pu ne pas commettre ce crime pour garder l'argent. C'est pourtant faute d'une autre explication, ses aveux qui seront entendus lors du procès. Un psychiatre dira que Guy Davin, au moment de son acte, était peut-être moralement dérangé, mais sain d'esprit aux yeux de la loi. Il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, et à cette époque, les travaux forcés, c'est Cayenne. Mais certains ne se sont jamais contentés des explications officielles et des aveux qui ont motivé la condamnation. Notamment à cause d'un petit détail. Oui, un tout petit détail. Un expert a témoigné devant le tribunal.
J'ai examiné, a dit cet expert, le Bronwyn remis par Guy Davin à sa mère et avec lequel il a avoué avoir assassiné Richard Wall. Je peux prouver scientifiquement qu'il est impossible que les balles qui ont tué Richard Wall aient été tirées par cette arme. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je suis entré ce matin dans le bureau de Grégory Franck, Robert, pour mettre un peu le nez dans ses dossiers et savoir quel récit il était en train de préparer pour aujourd'hui. Je m'apprêtais à lui lancer quelque chose, je ne sais plus quoi, d'à peu près drôle, une de ces plaisanteries aimables qui servent à bien commencer la journée, mais j'ai vu aussitôt, parce que je le connais bien, que le ton joué ne serait pas de mise. Je lui ai demandé, mon vieux Grégory, vous avez l'air sinistre, on peut savoir. Alors il a ouvert un carton contenant des coupures de journaux et il en a sorti une photo. C'était un rectangle d'un format inhabituel, plus long que les photographies que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui. En fait, il y avait 2 photos carrées tirées côte à côte sur le même support. Grégory a simplement fait glisser ce double portrait sur la table entre nous, sans dire un mot, et j'ai compris. J'ai compris pourquoi il lui aurait été difficile de se réjouir de préparer cette histoire. C'était une tête d'enfant. Une tête d'enfant avec le cou et les épaules nues. La tête d'un enfant de 6 ans. La tête d'un enfant de 6 ans, mort. L'un des clichés le représentait de face, l'autre de profil couché sur un carrelage blanc. Oh, j'aurais pu dire, comme on le fait souvent quand on parle d'un enfant, j'aurais pu dire quelque chose d'un peu poétique, quelque chose qui adoucisse la réalité, quelque chose du genre « il avait des traits reposés et semblait dormir ». Mais je vous ai dit, c'était un enfant mort. Car vraiment, cette photo glacée ne pouvait permettre d'autres interprétations. Ce gros plan, pitoyable, traduisait la sinistre réalité. Cette petite tête aux yeux fermés et aux cheveux en désordre ne pouvait être celle d'un enfant endormi. Je me suis efforcé de la regarder en détail. Le gosse avait dû être mignon, timide, affectueux. La vue de profil montrait nettement près du lobe de l'oreille droite une verrue assez apparente, un de ces défauts de la peau qu'une maman peut caresser affectueusement en disant « c'est ta petite marque de fabrique, c'est pour te reconnaître quand tu sors de l'école ». Les 2 photos montraient aussi un carton avec des chiffres que l'on avait placés pour qu'ils soient à chaque fois bien visibles de l'objectif. Y était écrit « corps numéro 1 » et une date « 1er janvier 1936 ». Qui était donc l'enfant nu de la Saint-Sylvestre? J'ai levé un sourcil interrogatif et Grégory m'a tendu en réponse les pages du récit que je vais vous faire maintenant. À coup sûr, l'un des plus émouvants dossiers extraordinaires de la police. « 1er janvier 1936, quai de la Râpée à Paris, un endroit sinistre par nécessité, la morgue. Y a-t-il, chers amis, un endroit plus sinistre qu'un dépôt mortuaire au bord de la Seine, un 1er jour de l'an? Pourtant, là comme ailleurs, des fonctionnaires sont à la tâche et assurent la permanence, car la mort travaille tous les jours de l'année, même le 1er janvier. Et chaque année, on inaugure en ce 1er jour, comme dans beaucoup de services publics, un registre neuf. Sur ce registre recouvert de toile noire,
le greffier va inscrire au long des jours les entrées et les sorties de ces pensionnaires silencieux qui reposeront quelques heures dans les longs tiroirs réfrigérés avant de partir vers leur dernière demeure. Les pensionnaires sont inscrits sous un numéro avec quelquefois leur identité si l'on a pu la déterminer. Et ces hommes, ces fonctionnaires, ces familiers de la mort, finissent bien sûr par être plus ou moins blasés, et c'est heureux, car comment, sans cela, pourraient-ils mener à bien leurs tâches? La routine et l'habitude viennent charitablement à leur secours. Et ce jour-là, ce 1er janvier, le cadavre qui allait porter sur le beau registre 9 le peu enviable numéro 1 de l'année qui débute, ce cadavre-là ne pouvait pas laisser indifférents ceux qui le prenaient en charge, qui est de la râper. Pauvre gosse. Ah, le pauvre gosse ne cessait de répéter le morgueur. Si c'est pas malheureux, faisait en écho le greffier qui inscrivit numéro 1, reçu à 12 heures le 1er janvier un enfant nu du sexe masculin âgé d'environ 6 ans. Le corps a été trouvé ce matin à 7 heures dans un fossé de la route de Choisy-le-Roi à Versailles, à 100 mètres environ de la gendarmerie et du carrefour de la Belle Épine. L'enfant paraît avoir fait l'objet de sévices graves. La mort remonte à 1 semaine au moins. En donnant le coup de tampon officiel en face de cette inscription, le fonctionnaire ne put s'empêcher de penser 1 semaine au moins. Donc autour de la Noël. Dire que j'étais peut-être en train de décorer l'arbre avec le mien à ce moment-là. Il y a donc des gens capables de faire ça. Oui, à coup sûr, il y avait eu des gens capables de faire cela. Aucun de ceux qui purent entrevoir le petit corps même quelques secondes au cours de son transport, aucun de ceux-là ne put douter que l'enfant avait été durement maltraité et que l'aboutissement de ces mauvais traitements avait été la mort. Qui donc avait, à la veille de la Noël, infligé cela à ce gosse pour le jeter ensuite tout nu dans un fossé où les herbes avaient été rendues cassantes par le gel? Un fossé de la route de Versailles, au carrefour de la Belle Épine, sur le sinistre plateau de Thiers où à quelques centaines de mètres, les murs et les cyprès du gigantesque cimetière barrent l'horizon. Et surtout qui était cet enfant trouvé recroquevillé à 7 heures du matin au bord de cette route par un brave homme du pays? Que dire de ses traits, charmants et doux, mais encore tout à fait flous et imprécis? Peut-être cette verrue près de l'oreille droite n'était-elle pas cachée par les cheveux lorsqu'il était vivant, et des voisins ou des camarades de jeu ont-ils pu la remarquer? Peut-être à la rigueur pouvait-on dire que la plante des pieds était légèrement durcie par endroits, comme si le gamin avait eu l'habitude de marcher pieds nus. Mais il était également possible qu'un gosse chaussé de galoches un peu dures porte les mêmes signes. Et comme, manifestement, le ou les assassins étaient venus abandonner le corps nuitamment dans cet endroit peu fréquenté, il était à peu près certain que l'enfant n'était pas originaire des maisons alentours. Alors il restait 2 choses, 2 voies possibles pour les enquêteurs. D'abord, l'autopsie. Elle fut confiée au fameux docteur Paul, le célèbre médecin légiste. Et puis il restait aussi la publicité. Donner le maximum de retentissement à cette sinistre découverte, la diffuser le plus largement possible, afin que quelqu'un, quelque part peut-être, reconnaisse l'enfant nu de la Saint-Sylvestre. Ce fut donc cette photo, la photographie même que j'ai sous les yeux, qui fut publiée au soir même du Nouvel An par les quotidiens. Le lendemain, les journaux de la France entière la reprirent et les enquêteurs commencèrent leur attente. Les premiers résultats furent désastreux. D'ordinaire, une pareille opération déclenche dans le public des dizaines, voire des centaines de dénonciations plus ou moins anonymes. Et les policiers connaissent bien ce phénomène et espèrent toujours, au milieu des lettres de fous et de rancuniers, trouver l'amorce d'une piste. Or, cette fois, le public fait mentir la tradition. Une journée passe, rien. Une seconde journée s'écoule, toujours rien. Le néant absolu. Par contre, les employés de la morgue voient défiler les unes après les autres des familles éplorées et tremblantes que par autorisation spéciale on laisse se pencher sur le tiroir où repose l'enfant. Et enfin, l'ombre d'un espoir surgit. Un habitant d'Ivry qui loue en meublé les pièces de son immeuble déclare ceci. Une de mes locataires qui est partie avant-hier était une femme de mœurs légères. Elle avait avec elle son gamin de 6 ans. Le jour de Noël, je fus étonné de ne pas voir sortir le petit, le lendemain non plus, pas plus que les jours suivants. Et le 31 décembre au soir, monsieur l'inspecteur, une nuit, où on pense à autre chose que voyager,
elle m'a donné son congé en me disant qu'elle se rendait à Nice en automobile avec son ami qui est ingénieur. Elle a emporté comme seul bagage une grosse malle, très lourde. Et le carrefour de la Belle Épine est sur la route du Sud quand on part de chez nous. Et le gosse, monsieur l'inspecteur, le gosse. Je crois bien que c'est lui. Je vous le dis tout de suite, chers amis, et on ne pourra pas m'accuser de faire un suspense malvenu. Je vous le dis, la piste était fausse. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Non, chers amis, la piste donnée par le logeur d'Ivry n'était pas la bonne. Il avait pourtant reconnu formellement l'enfant nu à un second examen, mais dès le lendemain, on retrouva l'enfant vivant chez sa grand-mère en Auvergne. Il avait été envoyé là par sa mère et la grosse malle contenait simplement son linge et ses vêtements qu'elle lui expédiait. La maman avait pourtant menti au sujet de son voyage sur la Côte d'Azur. Un bien triste mensonge. Elle avait inventé cela pour donner son congé et elle était allée triste et seule se jeter dans la Seine pendant la nuit du Nouvel An. Et vous allez voir que la mort aussi s'est fabriquée des coïncidences. C'était cette malheureuse qui occupait présentement le tiroir numéro 2, aux côtés de l'enfant nu de la Saint-Sylvestre. Quant au petit bonhomme, lui, il n'avait toujours pas de nom. Les familles défilaient sans cesse dans le local glacial du quai de la Râpée. On assista encore à de nombreuses reconnaissances formelles par des parents brisés, mais il s'avérait bientôt que ces familles se trompaient toutes. Il y eut des évanouissements quand des mères folles de chagrin pensaient se trouver en face de leur enfant disparu, mais là encore, il s'agissait à chaque fois d'horribles méprises. Alors au bout de quelques jours, on dut enfin poser les scellés sur le cercueil, et il ne resta plus comme espoir d'identification que la photo, cette fameuse photo que j'ai sous les yeux. Entre-temps, le docteur Paul avait donné le résultat de l'autopsie. L'enfant nu du carrefour de la Belle Épine était vraisemblablement mort d'asphyxie après avoir subi toutes sortes de mauvais traitements qui avaient laissé des marques un peu partout sur le corps. L'asphyxie avait dû être provoquée à l'aide d'un objet volumineux sur lequel on avait dû peser lourdement puisqu'on avait relevé une fêlure de la boîte crânienne. On pencha pour un oreiller ou un matelas, et l'on supposa que quelqu'un s'était assis ou couché dessus en maintenant fortement les membres du malheureux gosse, provoquant ainsi les marques relevées. Et cela avait dû durer un certain temps avant que l'enfant ne succombe étouffé. Ces déductions furent un aiguillon de plus à l'ardeur des enquêteurs, et le commissaire chargé de l'affaire, prenant le taureau par les cornes, décida que, puisqu'aucun familier de l'enfant ne se manifestait, c'était à la justice de les dénicher. Une gigantesque enquête nationale est alors ordonnée, l'une des plus vastes mobilisations de ce genre que la police et la gendarmerie associées aient jamais déclenchée. Dès cette décision prise, toutes les mairies de France, tous les commissariats, toutes les casernes de la garde mobile reçurent à la même heure la circulaire ordonnant l'enquête ainsi qu'un tirage de la fameuse photo. On visitait les écoles maternelles, les orphelinats, les patronages. On interrogea les enseignants, les directeurs de prisons de femmes, les prêtres de toutes les paroisses. Et l'enquête s'étira, se perdit dans d'interminables méandres pendant 10 mois. Mais 10 mois au cours desquels, chers amis, les limiers de la police suivirent avec acharnement la moindre piste qui avait pu leur être fournie par la gigantesque enquête nationale. Et toutes ces pistes se terminaient invariablement en cul-de-sac. Des bureaux entiers étaient occupés par des tonnes de papier où s'inscrivaient les rapports sur toutes ces démarches infructueuses. On pensa à une sorte d'obsédé, un vampire, qui aurait dérobé dans la nuit de la Saint-Sylvestre un cadavre anonyme au cimetière de Thiers et qui l'aurait abandonné dans le fossé à quelque distance. Nouvel échec. Et un camionneur, un routier, qui aurait pu prendre en charge le macabre fardeau à l'autre bout du pays et le laisser sur son trajet aux abords de la capitale. La position recroquevillée de l'enfant, lorsqu'on le trouva, pouvait laisser supposer qu'il avait été transporté, sinon conservé un moment, dans une caisse de faible dimension. On dépouilla l'emploi du temps, les antécédents de tous les chauffeurs de poids lourds qui avaient pu emprunter la route de Versailles à Paris pendant la nuit du Nouvel An. Fort heureusement, cette nuit de fête, les camions avaient été moins nombreux qu'une autre nuit, mais il fallut quand même interroger des dizaines de suspects. L'un d'entre eux en particulier, dont le point d'attache était la ville de Caen, fut gardé à vue et longuement entendu par les policiers. Peine perdue, son alibi fut contrôlé seconde par seconde, la piste
s'effondra encore. Les secrétaires dépouillaient attentivement le courrier accumulé pendant des mois. L'une des lettres disait « Ah, je ne peux reconnaître mon enfant d'une façon formelle, car je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Je constate bien certaines particularités troublantes, notamment une petite verrue qu'il portait à l'oreille droite. » La lettre était signée Marie-Louise Tannot. Marie-Louise Tannot possédait une photo de son enfant, photo envoyée par une nourrice de la Somme qu'il avait gardée pendant 1 an. Le bambin y était représenté à l'âge de 3 ans et demi. Mais les policiers pensèrent instantanément qu'il s'agissait bien de l'enfant nu de la Saint-Sylvestre. Enfin une piste. La mère raconta alors sa pauvre vie et révéla qu'elle avait eu cet enfant, prénommé Maurice, avec un certain Frédéric Moïse, mais Moïse avec un Y, M-O-Y-S-E. La jeune femme décrivit ce Moïse comme un individu menteur, sans scrupules. Il lui avait promis le mariage, mais il l'abandonna pendant sa grossesse pour se mettre en ménage avec une certaine Augustine Ottermann, une grosse femme acariade de 12 années plus âgée que lui. Marie-Louise Tannot fut obligée de confier l'enfant dès sa naissance à une nourrice du Nord et de se placer comme femme de peine dans des maisons bourgeoises où elle touchait un maigre salaire qui lui permettait à peine de vivre en payant la pension de son enfant. 2 ans plus tard, elle rencontre par hasard Moïse, qui lui fait de nouvelles promesses et reconnaît l'enfant. Mais presque aussitôt, la malheureuse apprend que son amant s'est en fait marié avec la dame Ottermann, dont il a eu d'ailleurs 2 filles. Désespérée, Marie-Louise Tannot déclare qu'elle va aller reprendre son enfant le 15 juillet. Mais le 13, Moïse la précède, retire l'enfant à la nourrice et l'emmène à Paris. Moïse menait une drôle de vie. Cet homme petit, au visage assez épais, s'était fait la réputation d'un don Juan auprès des dames d'un certain âge, dames qui avaient tout un point commun, de menus économies que le galant trouvait toujours à utiliser. Alors pour faire la conquête de ces personnes esselées, il leur racontait qu'il était un ancien aviateur ayant fait le tour du monde ou bien un ancien toréador. Peut-être était-il aidé en cela par son poil brun et un certain accent qu'il devait à ses origines niçoises. Il oublie bien sûr de confier à ses conquêtes un peu mûres qu'il est en fait depuis longtemps marié à Bucarest avec une Roumaine qu'il faisait passer pour une princesse russe et qui était en fait serveuse dans un restaurant. Il oublie également de mentionner quelques petites condamnations et plusieurs renvois de ses emplois successifs. Motif, le vol. Il se vante d'être l'ami d'une star de cinéma et d'une sociétaire de la comédie française. Il a réussi à se faire admettre dans 8 cercles parisiens, certains fort chics. Il dit aussi qu'il fait de la politique. En fait, il est devenu, dans son arrondissement, l'agent électoral d'un conseiller municipal et se livre nuitamment à des collages d'affiches pour lesquels il n'est pas inutile de se munir d'un solide manche de pioche pour le cas où l'on rencontre une équipe rivale. Cette manière assez spéciale d'envisager la politique lui permet présentement d'occuper avec sa femme et ses 2 filles une loge de concierge dans un immeuble de la ville de Paris. Voyez-vous, quand on a des relations. Mais dans tout cela, où est donc le petit Maurice qui est censé vivre avec son père? C'est la première question que les enquêteurs vont poser à Frédéric Moïse lorsqu'ils vont l'appréhender. Moïse, avec un Y, refuse de reconnaître l'enfant nu de la belle Épine dont on lui présente la photo et proteste. Oui, le petit, je l'ai repris de chez sa nourrice, on l'a gardé avec ma femme. Il était bien soigné chez nous. En novembre, sa mère, Marie-Louise Tannot, m'a écrit qu'elle voulait le reprendre et que je ne le reverrai plus. Alors j'ai voulu le cacher. J'ai rencontré dans un restaurant de la Porte Saint-Martin un voisin de table qui connaissait une certaine Conchita Martinez habitant à Oviedo, en Espagne, à laquelle il me proposa de confier le gamin. Cette histoire ne tenait pas debout, d'autant plus qu'Oviedo était une ville complètement bloquée par les événements qui s'y déroulaient et qu'on ne pouvait bien évidemment rien vérifier sur place. Nous étions en pleine guerre civile d'Espagne. C'est la même nuit que l'on procéda à l'interrogatoire de la femme légitime de Moïse. Elle commença par réciter la même leçon, très sûre d'elle, presque arrogante. Mais c'est alors que toutes les lumières s'éteignirent et que partout, des sirènes se mirent à mugir. Dans la pièce voisine, les 2 petites filles de Moïse hurlèrent de peur. C'était en fait un exercice pour la défense civile, mais il fut providentiel. Les nerfs de la femme craquèrent. Oui, nous avons menti.
Le cadavre de la Belle Épine est bien celui de Maurice. Je vais vous dire la vérité. Il est mort, subitement, à la fin décembre, après avoir eu un gros rhume. Comme il y avait dans les journaux des histoires d'enfants martyrs, nous avons craint que l'on nous accuse. Alors mon mari a vidé la caisse de jouets des enfants, il a mis le cadavre dedans et caché la caisse dans une petite cave. Quelques nuits plus tard, il est allé se débarrasser du corps dans un fossé. Alors je vous jure que c'est la vérité. C'était un mensonge. Car Moïse, interrogé de son côté, donna la version suivante. J'étais descendu à la cave avec lui, chercher du bois. Il remontait derrière moi, il a glissé, déboulé les marches, il est tombé sur la tête. Il a juste dit « Papa, papa !» Et il est mort dans mes bras. Alors j'ai eu peur, je l'ai mis dans la caisse à jouets des enfants, et puis je suis allé le déposer au carrefour de la Belle Épine quelques nuits plus tard. Entre ces deux versions, un seul point commun, l'horrible détail de la caisse de jouets. C'était la seule vérité contenue dans ces déclarations. En fait, le procès révéla que Moïse avait repris son enfant pour pouvoir demander à la mère de celui-ci une rançon quand elle voudrait le revoir. On apprit aussi qu'après avoir été le souffre-douleur de Moïse et probablement de sa femme, le malheureux petit avait été tué par son père lui-même, qui lui avait coincé la tête dans le chambranle d'une porte avec un coussin et pesé sur le battant jusqu'à ce que la mort eût fait son œuvre. Après avoir caché le cadavre dans la caisse à jouets de ses deux filles, il avait pris l'autobus à la porte d'Italie dans la nuit de la Saint-Sylvestre, avec son macabre fardeau, qu'il était allé jeter nu dans le fossé près du cimetière de Thiers. On ne put prouver la complicité de la marâtre, qui s'en tira avec une condamnation de principe. Frédéric Moïse fut reconnu responsable par les médecins, condamné à mort pour l'assassinat de son fils, qui restera pour nous l'enfant nu de la Saint-Sylvestre. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Dans une chambre d'hôtel, une chambre à l'ameublement modeste et à la tapisserie défraîchie, une chambre d'un hôtel 7 rue de Rome à Paris, il y a sur une chaise, soigneusement pliée, les vêtements d'une femme. Un peu plus loin, sur la table de toilette, un chignon de faux cheveux et des épingles à chapeau. Sur un petit guéridon, une bouteille de verre bleu, à moitié pleine d'un liquide incolore, et une boîte de carton contenant un peu de poudre blanche, dans laquelle plonge une fine petite cuillère. Il n'y a d'autre meuble dans la chambre qu'un lit, un grand lit à montant de cuivre. Au pied de ce lit, un homme effondré sanglote. Sa chemise est défaite, souillée. Cet homme a été beau. Il a été un fringant capitaine de l'armée française, le plus jeune de son grade dans sa promotion. Mais lorsqu'il relève de temps en temps sa tête de ses mains où il cache son visage, ses yeux rouges, sa barbe hirsute et ses cheveux en désordre, ne donnent plus de lui que l'image d'une pauvre créature ravagée par le chagrin, le remords et la drogue. Cet homme veille. Cet homme a veillé toute la nuit le cadavre d'une femme nue, allongée sur le lit,
et qu'il a pudiquement recouvert d'un drap froissé. Cette femme était sa fiancée, mais c'était aussi une demi-mondaine qui se faisait appeler la baronne Olivier d'Ambrécourt, de son vrai nom, Madeleine Delvigne, Madol pour les intimes. Cette femme morte a été tuée par cet homme. Il l'a veillée toute la nuit. Elle a été assassinée par son amant, son fiancé, plutôt dans cet hôtel peu reluisant de la rue de Rome à Paris. Et maintenant, l'homme se lève. Il tourne une dernière fois la tête vers la silhouette cachée par le drap froissé, il prend son manteau et sort. Nous sommes le 17 novembre 1910, il y a du brouillard dans la rue de Rome. L'homme traverse la cour de la gare Saint-Lazare, vers quel destin va-t-il ? Comment la ville a-t-elle conduit à devenir cette silhouette sinistre d'un assassin quittant une chambre d'hôtel à l'aube ? Tout cela, nous le trouverons aujourd'hui dans les dossiers extraordinaires. Pour en arriver au sinistre tableau que je vous ai dépeint, pour qu'un jeune et brillant officier en soit arrivé à assassiner une femme un peu légère qui s'était promise en mariage à lui, il aura fallu qu'une certaine Julie Pilois meure en 1893 sans enfant. Cette dame avait fait beaucoup parler d'elle sous le nom d'Alice Ozy, et sa beauté lui fit tenir une place importante dans la société parisienne au temps de Lola Montez et de Mogador. Théophile Gautier l'appelait l'Aspasie moderne, le duc d'Aumale la promenait dans sa calèche et Victor Hugo lui adressait des vers les plus suggestifs. Cette dame mourut donc, environnée de respectabilité, mais sans héritier direct, et laissa sa fortune, évaluée à plus de 2,5 millions de francs de l'époque, à la Société des artistes dramatiques pour élever les orphelins d'artistes. Il se trouva que la société n'avait pas rempli les conditions imposées par le testament et que Madame Pilois, alias Alice Ozy, était apparentée de fort loin avec une certaine famille Meignier, Modeste Jean de Sainte-Menehould. Vous verrez par la suite, chers amis, comment le testament de Madame Ozy entraîna fort indirectement le drame dont il est question dans notre dossier d'aujourd'hui. Monsieur Meignier était employé au chemin de fer de l'État, un employé modeste. Sa femme donnait des leçons de musique, elle était organiste de sa paroisse. Ces braves gens ont 2 enfants, une fille, Marguerite, et un fils, Maurice. C'est Maurice qui deviendra l'assassin de la rue de Rome. Le jeune Maurice était un brave garçon et ses parents voulurent en faire quelqu'un. Ils le mirent au collège où il fut un brillant élève et réussit les examens d'admission la même année à l'école normale et à l'école polytechnique. Il choisit Polytechnique d'où il sortit fort bien placé et se lança dans la carrière des armes. Il opta pour les colonies et à l'époque c'était plutôt une preuve de courage et il partit pour Madagascar. C'est là qu'il contracta les fièvres. Nous ne savons plus bien sûr aujourd'hui, chers amis, ce qu'était la vie des hommes là-bas. Imaginez-les arrivant à Tananarive, où la première chose qui frappait le regard était un cimetière avec 15 000 croix, les 15 000 croix des 15 000 morts de l'expédition française. Et puis ensuite, la vie là-bas, dans la boue et la chaleur, avec la fièvre, dont les accès terribles pouvaient faire vaciller les intelligences les plus solides. Même les soldats les plus braves, les hommes les plus calmes, devaient cacher leur revolver pour ne pas tirer sur leurs camarades dans un moment de délire. C'est là que Maurice Meignier commença à boire de l'absinthe, mais une abominable absinthe frelatée dont les trafiquants sans scrupules abreuvaient les militaires rongés par l'ennui. Maurice Meignier ne revint pourtant pas malade de Madagascar. Il n'était pas encore alcoolique, mais il avait contracté cette mentalité bizarre des coloniaux de l'époque, ce que l'on appelait la soudanite, ou le cafard, ou encore le petit coup de soleil. Revenu en France, soigné par les médecins militaires, il ne va pas rester longtemps, il repart cette fois pour la Chine.
Nous sommes en 1900 et il tombe en pleine révolte des boxers. Il participe à une lutte dure et sanglante. Un jour, pour défendre des missionnaires, il charge avec 7 hommes contre 400 Chinois. Après avoir traversé cette campagne, où il ne voit partout que cadavres et exécutions sanglantes, il revient en France pour être nommé capitaine. Le jeune capitaine Meignier publia ses mémoires et ses lettres, qui lui valurent l'estime de tous ses lecteurs car il écrivait bien, ce qu'il décrivait était terrible et surtout, il l'avait vécu. Mais il était seul et malade à Toulon. Toulon où se retrouvaient sous le soleil les officiers rapatriés, Toulon où l'on menait une vie facile, en quelque sorte un prolongement de l'existence coloniale, mais sans les risques. Toulon, avec la porte ouverte sur tous les casinos. Toulon, où virevoltait sans cesse une nuée de jolies jeunes femmes pas trop farouches. Mais le capitaine Meignier ne voulait pas de cette vie-là. Il voulait une femme, il voulait fonder un foyer. Alors il rencontra Alice, mademoiselle Alice Castel, une fort gracieuse jeune personne, qu'il épousa. Mais le ménage ne fut pas heureux. Alice était trop jolie, trop élégante pour rester perdue en province. Elle n'en pouvait plus de ses réunions chez un amiral où l'on jouait presque chaque soir la même musique, Le Rêve d'or de Reynaldo Hahn. Elle restait là avec un sourire forcé pendant que Maurice tenait le violoncelle car il avait un tempérament d'artiste. Alice voulait Paris et son luxe. Mariée, nous le vîmes beaucoup moins, écrivait l'un de ses excellents amis de l'époque. Sa femme sortait très peu dans le milieu qu'il fréquentait et dédaignait ses relations. Elle refusait obstinément d'accepter les invitations continuelles et insistantes de Madame l'Amirale préfète maritime. Certes, on peut comprendre en un certain sens cette femme qui craignait de voir sa jeunesse passer dans ce milieu tiède et sans avenir. Alors, pour plaire à sa femme, le capitaine Meignier abandonne le concours d'inspection des colonies qu'il préparait, se fait mettre en congé pour 3 ans, quittant tout pour l'emmener vivre à Paris. Mais comment vivre à Paris ? Une jeune et jolie femme a besoin de beaucoup d'argent dans la capitale. Alors l'officier va essayer d'entrer dans l'industrie. Mais il n'est pas fait pour cela. Il tombe entre les mains d'un aventurier belge qui lui fait prendre une part importante dans la société des lits métalliques. Escroqué par le Belge, responsable malgré lui de toutes les dettes de la société, le capitaine Meignier est mis en faillite. Ses parents doivent hypothéquer leur maison pour tenter de sauver leur fils, et ils sont ruinés. C'est alors un tournant dans son existence. Son caractère change, il se croit persécuté, il mène des affaires plus ou moins louches avec une bande de gens qui finissent par le battre et le dévaliser du peu qui lui reste. Et comme dans la vie d'un homme, un malheur en entraîne souvent un autre, c'est à ce moment-là que son ménage sombre. Sa femme, lasse de cette vie, le quitte pour divorcer. Trop de travail, trop de malheur, trop d'émotions. Ce jour-là, au moment de refermer la porte, Alice, sa femme, voit Maurice Meignier tomber à terre et se rouler à ses pieds. L'apoplexie hystérique. Il reste 3 heures sans connaissance et il conservera longtemps de cette attaque une hémiplégie du côté droit. Soigné à l'hôpital de Toulon, il en ressort mal guéri et c'est un homme malade qui va rencontrer Madeleine Delvigne, pseudo-baronne Olivier d'Ambrécourt, celle qu'il tuera un 16 novembre dans la chambre 23 d'un hôtel de la rue de Rome. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. À sa sortie de l'hôpital de Toulon, le capitaine Meignier retomba dans les mêmes erreurs en montant une société pour purifier par l'ozone l'air dans les théâtres. Puis, il cherche à lancer un frein pour automobile de son invention. Échec sur tous les plans. Le capitaine Meignier monte à Paris pour conclure son divorce. Mais là, sa femme, avec qui il avait conclu un accord amiable, brise leur pacte, le fait pourchasser par les hommes de loi. Surveillé, poursuivi, cette vie lamentable amène l'officier à rencontrer un homme qui se disait vaguement agent matrimonial et qui lui présenta la soi-disant baronne Olivier d'Ambrécourt. C'était bien la femme sur laquelle il n'aurait pas fallu qu'un homme dans son état tombe. Fille d'un brasseur de Nemours, séparée sans être divorcée de son mari Georges Olivier, courtier maritime à Nantes, Madeleine Delvigne décida de devenir baronne le jour où elle quitta son mari tout en gardant son nom. Elle se dit baronne, donc, mène une vie qui correspond à peu près à son titre,
Elle a un jour de réception, une voiture. Mais comme il lui faut de l'argent, Madol, devient mannequin dans une maison de couture de la rue de la Paix. Cela ne dure pas très longtemps, juste assez cependant pour lui permettre de se transformer en femme de lettres. Elle publie un livre, Le journal d'un mannequin, une sorte d'autobiographie, où elle parle pêle-mêle de son mari, de sa ruine, de son père qui lui refuse de l'argent et de son inextinguible soif de luxe. Elle décrit aussi, fort bien, tous les dessous de la couture, si j'ose dire. Rendez-vous galants, jeunes amants fringants et vieux messieurs protecteurs, intrigues et matrones qui chaperonnent ces demoiselles. Le livre fait un petit scandale, mais ne lui rapporte pas beaucoup d'argent. Il lui faut mener une existence encore plus libre. C'est pourquoi elle divorce, mais reste cependant une excellente amie de son ancien époux, Monsieur Olivier. Voilà le portrait de la femme qui fut un jour présentée par un vague agent matrimonial au capitaine Meignier. Elle est jeune encore, plus que séduisante. L'officier en tombe aussitôt amoureux, fou. Mais pourquoi, me direz-vous, parmi tous les partis qu'une femme de sa trempe pouvait rencontrer dans la capitale, pourquoi Madeleine Delving, baronne Olivier d'Ambrécourt, pourquoi Madol accepta-t-elle de revoir cet homme ruiné et malade qu'était le capitaine Meignier? Alors là, rappelez-vous ce dont je vous ai parlé au début de cette histoire. Madame Pilois, alias Alice Ozy, cette belle égérie du monde littéraire au milieu du siècle. Rappelez-vous Madame Pilois et son testament. Rappelez-vous cette fortune qu'elle avait léguée à la Société des artistes dramatiques pour élever les orphelins, plus de 2 millions de francs de l'époque. La belle Madol avait appris très vite par ses hommes de loi que le capitaine Meignier était apparenté à la disparue et qu'il pouvait, moyennant un procès, réclamer son héritage. Or, il n'avait jamais voulu le faire jusque-là, jugeant sans doute cela indigne d'un militaire. Mais sous la pression de sa belle maîtresse, il va se résoudre à entamer ses démarches. Il va même emprunter l'argent qu'il faut pour lancer des assignations et payer huissiers et avocats. Et Madol, Madeleine Delving, va réussir à lui faire signer, en guise de cadeau de fiançailles, un papier par lequel il lui promet en toute propriété 20% sur ce fabuleux héritage s'il l'obtient. Croyez ce que vous voudrez, chers amis, mais le capitaine Meignier ne se rend compte de rien, il ne voit rien, il est aveugle, aveuglé par l'amour qu'il porte à cette femme. Partout, il la présente vraiment comme sa fiancée. Ce qu'il veut, ce qu'il cherche, ce n'est pas une maîtresse, ce ne sont pas des amours passagères, il veut refaire sa vie, et il veut la refaire avec elle, avec Madol. Elle n'est pas baronne. C'est incroyable, mais il ne le saura jamais. Jamais, jusqu'à la dernière heure, et nous en avons la preuve dans une lettre qu'il a laissée. Elle a une fille. Il adore les enfants. Il chérira la fille de sa maîtresse, s'occupera d'elle comme si elle était à lui. Et de quoi vit-elle, Madeleine? La belle Madol, la fausse baronne d'Ambrécourt. De quoi vit-elle pendant tout ce temps? Car, je vous le rappelle, Meignier, lui, n'a plus un sou en attendant son procès. Il est couvert de dettes. Et pourtant, sa fiancée mène toujours son train de vie inchangé, dans la luxueuse rue des Bordes-Valmore, l'une des rues les plus chics du 16e arrondissement parisien. Eh bien, elle vit d'une pension que lui verse son papa, le brasseur de Nemours. Ou tout au moins, c'est ce que croit le naïf capitaine Meignier. C'est ce qu'elle lui raconte. En réalité, Madol avait un autre amant, un homme aisé, un certain monsieur Engelhardt. Elle avait parlé de lui à Meignier, semblant jouer à la franchise et mettre les cartes sur la table, mais elle avait promis bien sûr de le quitter, ce monsieur Engelhardt. Or, il n'en est rien. La pension du papa brasseur n'a jamais existé et c'est le monsieur qui subvient à tous ses besoins. Elle cache cette liaison qui dure à son fiancé, et pour cela, elle invente, la belle Madol, des ruses invraisemblables. Par exemple, elle lui dit qu'elle va partir seule se reposer à Cannes, à l'hôtel Gonnet. Meignier, qui passe par hasard à la gare de Lyon, le lendemain, voit M. Engelhardt monter dans le train de Cannes. Le capitaine descend sur la côte. À l'hôtel Gonnet de Cannes, personne. Madol et son amant sont descendus sous un faux nom dans un autre hôtel. Meignier ne les trouve pas, remonte à Paris, fou de douleur, et quelques jours plus tard, Madol revient, souriante et décontractée, laissant traîner dans ses affaires, comme par hasard, une note truquée à l'entête de l'hôtel Gonnet, avec mention de la location d'une chambre pour une personne. Meignier peut donc voir qu'elle lui manque, qu'elle le roule dans la farine, qu'elle se moque de lui. Il oublie tout. Il est amoureux. Il veut épouser Madeleine. Mais elle lui rejoue 2 ou 3 tours du même genre, promettant à chaque fois de quitter son amant, retournant avec lui en cachette chaque fois que c'est possible. Pendant ce temps-là, elle aiguillonne toujours le malheureux capitaine pour qu'il poursuive son procès et touche son héritage. Un jour désespéré, il ouvre enfin un peu les yeux et se décide à rompre
franchement, loyalement, et dans son esprit définitivement. Ils se rendent mutuellement leurs lettres d'amour. Alors, Madol, qui n'admet pas d'être lâché alors que l'héritage est peut-être proche, va se mettre à le poursuivre par une correspondance incessante où elle joue la grande passion et les femmes abandonnées. Maurice, comment vous dérober ainsi? Je cours après vous depuis 2 jours, et vous ne voulez pas me voir. Que vous ai-je fait? J'ai eu confiance en vous, voilà mon seul tort. C'est impossible que moi, qui depuis 6 mois vous ai aimé, vous ai reçu à bras ouverts, vous m'abandonniez parce que je vous sais pauvre, puisque j'accepte votre pauvreté. Maurice, mon pauvre Maurice, ne soyez pas méchant. Venez à moi, venez tout me dire. Je vous aime, j'ai un chagrin fou, je suis prête à tout pour vous reprendre. Où sont vos serments d'autrefois? Je suis malade, je mourrai si vous ne revenez pas. Vous ignorez donc ma nature et mon caractère, vous ne savez donc pas que je vous aimerai 100 fois plus, sachant que vous n'avez rien. Quelle que soit votre situation, aussi modeste soit-elle, je me regarde comme votre femme et veux le devenir malgré tout. Et nous serons très heureux, mon cher fiancé aimé. Vous verrez que je suis l'ami des mauvais jours et que vous aurez en moi une amie sûre. Votre Madol. Voilà ce qu'elle lui écrivait. Voilà ce qu'il a cru, car cela a marché. Ils sont retombés dans les bras l'un de l'autre. Ils décident leur mariage. Mais quelle sorte de bonheur espèrent-ils? Le capitaine Meignet s'est mis à boire de l'absinthe, plus que de raison. Madeleine et lui se sont rejoints dans un autre plaisir, un autre vice, la drogue. C'est de l'éther tout d'abord qu'ils absorbent. Et puis, cela ne suffisant pas, ils se procurent de la cocaïne, et c'est le plus souvent pour cela qu'ils se rencontrent dans cette chambre de l'hôtel du 7 rue de Rome. Ivres de drogue, ivres de stupéfiants, ils vont passer des journées entières prostrés dans un fauteuil ou sur le lit, les yeux exorbités, fixes, le front en sueur, immobile, perdu dans l'illusion de leur paradis artificiel. Ce jour-là, le 16 novembre, ils ont rendez-vous à nouveau. Mais Madeleine, à laquelle sa drôle de vie commence à tourner la tête, a également projeté de rencontrer son amant, M. Engelhardt, dans un bar non loin de là. Elle voudrait bien pouvoir rencontrer les 2 hommes dans la même journée et jongler avec ses rendez-vous comme elle le fait d'habitude. Mais elle arrive à l'hôtel, elle n'a pas déjeuné et elle a déjà pris de la drogue. Alors elle est malade. Elle vomit tellement qu'elle sent bien qu'elle ne pourra pas aller au bar où on l'attend. Alors elle se déshabille, plie soigneusement ses vêtements, pose ses faux cheveux sur la table de toilette et se met au lit. Et elle va avoir cette extraordinaire audace d'envoyer le capitaine Meignet à sa place pour faire comprendre à son autre amant que son rendez-vous est annulé. Elle raconte à Meignet qu'elle a rendez-vous avec une certaine mademoiselle Mélandry dans ce bar. Il faut que Meignet aille la prévenir que Madeleine est souffrante. Meignet y va, fait rechercher la demoiselle par le barman. Bien entendu, elle n'est pas là, mais son rival, qui l'a vu entrer, a compris et s'éclipse discrètement. Meignet ne l'a pas vue, revient à l'hôtel. En passant, il achète une bouteille d'eau minérale pour sa maîtresse souffrante. Il la retrouve dans la chambre et vient s'étendre auprès d'elle, tout habillé sur le lit. Ont-ils repris ensemble de la drogue à ce moment-là? Je ne le sais pas, mais toujours est-il qu'ils se mettent à parler, et à parler de manière de plus en plus tendue. Et Madeleine parle d'argent, bien sûr. Et l'on en vient à prononcer le nom du rival. « Mais oui, dit Madeleine, lui, il a de quoi vivre. Lui, ce n'est pas un minable, c'est un homme. Oui, il est toujours mon amant. Et d'ailleurs, je l'aime. Je ne veux plus m'encombrer de toi, qui n'a plus le sou. » Qu'est-ce qui fait le plus mal au capitaine Meignet? Ces mots horriblement durs de celle qu'il aime et qu'il doit épouser? Ou bien la gifle qu'elle lui envoie au paroxysme de la colère? Alors il lui saute à la gorge, la serre, laboure de ses ongles la peau de cette femme qu'il aime et qui, nue dans ses bras, vient de lui avouer qu'elle le méprise. Et il serre, et elle se débat. Alors là, sous la main, il trouve, en une seconde, la bouteille d'eau minérale sur la table de nuit, et il frappe. C'est fini. C'est un corps sans vie qu'il allonge sur le lit, qu'il recouvre du drap froissé, et au pied duquel il va s'écrouler pour le veiller toute la nuit. Puis au matin, il sort, et il écrit 2 lettres, où il avoue son crime, l'une au commissaire du quartier, l'autre à son rival. Au commissaire, il dit « Hier, dans un accès de jalousie, j'ai tué ma fiancée, la baronne Olivier d'Ambricourt. »
ignorait-il encore à ce moment-là que ce titre était faux? Ou voulait-il respecter par-delà la mort le mensonge de sa bien-aimée? Puis, il annonce son intention de se suicider, ainsi d'ailleurs que dans la lettre à son rival, mais il précise d'abord qu'il veut aussi punir celui-ci. Et il disparaît. Il disparaît durant 2 semaines. Il va errer presque comme un clochard, sans manger, dormant dans des hôtels sordides dont il change chaque nuit. Au soir d'une journée de la semaine suivante, c'est une silhouette sans forme que l'on verra débarquer à la gare de Nemours et se diriger en rasant les murs vers le cimetière où est enterrée Madeleine. C'est celui qui fut le capitaine Meignet qui vient déposer quelques fleurs sur la fosse à peine comblée et pleurer là pendant de longues heures. Puis il rentre à Paris, et on le retrouve le lendemain au ministère de la Marine, où il va mendier 1 louis à un de ses anciens amis. Et devinez pourquoi. Il a perdu son revolver, et il veut mourir en militaire. Il lui en faut un autre. Il n'a plus 1 centime pour s'en procurer un. Voyant que son ami le fait attendre, il se doute que tout ne va pas pour le mieux, essaie de s'éclipser, mais à la sortie du ministère, des mains se posent sur ses épaules. Les policiers, qui l'appréhendent, croient d'abord à une farce. Et puis ils sont bien forcés de reconnaître dans ce clochard à demi-mort de faim le capitaine Maurice Meignet, assassin de sa bien-aimée. Le tribunal condamna le capitaine Maurice Meignet à 10 ans de réclusion et à 1 franc de dommages et intérêts envers la famille de Madeleine qui s'était portée partie civile. Mais les jurés ont à l'unanimité signé une demande de réduction de peine. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.